cet après-midi du 25 avril 2022 pour cette première édition de Diaf Culture. Au menu, le mois de l'Afrique en France. Et quoi de meilleur que d'avoir sur ce plateau celle qui, depuis quelques mois déjà, donne tout son temps, consacre toute son énergie pour promouvoir la culture camerounaise, pour permettre aux jeunes Camerounais d'être en parfaite harmonie, symbiose avec leur culture. Elle a fait le tour du littoral dans son village, à Mangamba, où elle a réuni il y a quelque temps les enfants de son village pour leur permettre de renouer avec ces choses simples qui leur permettent d'être heureux avec ce qu'ils ont. Et avant ça, elle a gratifié le peuple camerounais d'un film documentaire qu'elle nous donne l'occasion de revoir, ici même en France, après qu'il ait été projeté il y a quelques mois de cela à l'Institut français de Yaoundé. Elle a accepté cet après-midi, d'autant plus que ce jour même, aux Ulysses à Paris, débutait le mois de l'Afrique en France. Nombreux d'entre vous ne le savent peut-être pas, le mois de mai en France est un mois consacré à l'Afrique. Et avec elle et ses compatriotes, collègues, que sont Gaston Kelman, qu'on ne présente plus, ils vont animer sur cette quinzaine de l'Afrique aux côtés des Ulysses et vous y invite nombreux. Avant de la retrouver de l'autre côté du plateau, je vous propose juste le temps de la transition et je vous reviens à tout de suite. Diaf, Diaf, télévision, la chaîne qui brise les chaînes. Barombi ni banko samatula etambenge mumi pinsa bandi mabwalo iwudilen benge ningol inusangu bon bankon baso baso sasondi ibunja. Matumba mambok nis mayin landi Imiko mini Bembeni maleu Barombi ni balkon samato. Voilà donc un avant-goût, n'est-ce pas, de celle qu'on reçoit cet après-midi, qui nous a fait l'honneur, n'est-ce pas, en ce lundi 25 avril, d'accepter d'être notre invité pour nous parler de cette quinzaine de l'Afrique. Il est difficile de la définir. J'espère qu'elle viendra elle-même nous aider à mieux comprendre qui elle est, parce que un regard sur tout ce qu'elle fait nous emmène à la définir comme une chanteuse. Je crois qu'on vient tout à l'heure de voir, n'est-ce pas, ses qualités de chanteuse avec cette voix envoûtante. D'ailleurs, il faudra qu'elle nous explique pourquoi on n'a pas assez de clips comme ça d'elle, n'est-ce pas, sur YouTube. Et elle est également une grande directrice artistique. Et bien évidemment, elle est une réalisatrice, productrice de films documentaires. D'ailleurs, un film documentaire que nous vous invitons à venir voir avec elle le 4 mai prochain à la salle de cinéma Jacques Prévert aux Ulysses. Vous la voyez bien sur le petit écran. J'ai dans l'honneur, chères téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, de recevoir ce soir donc Madame Grace Kama. Grace Kama, bonjour et merci d'avoir cette notre invitation sur Diaf TV. Bonjour mon cher, et bonjour à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Diaf TV. Que vous dire, je suis très émue. C'est la première fois que je passe sur votre média et je vous en remercie vraiment de tout cœur. Nous sommes plutôt très honorés de vous avoir cet après-midi, n'est-ce pas, sur cette tranche de Diaf Culture. D'ailleurs, vous êtes la première
qui, n'est-ce pas, est reçu dans cette émission, c'est une nouvelle émission de Diaf qui va consacrer la culture camerounaise. Hein. Après donc des émissions sur la littérature, la musique, nous avons décidé d'ouvrir une émission entièrement dédiée à la culture, ce qui est un peu, enfin d'ailleurs, ce qui est totalement, n'est-ce pas, votre registre également. Alors, exact. Bienvenue donc à cette première édition, cher. Merci. Généralement, j'apporte beaucoup de chance. Alors, je souhaite vraiment une grande réussite à cette nouvelle émission. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, Grâce, je rappelle tantôt que nous sommes là aujourd'hui pour parler d'une grande quinzaine, une quinzaine dédiée à l'Afrique qui a commencé ce matin d'ailleurs du côté des Ulysses. Nous allons donc abondamment parler de cette quinzaine parce que nous avons l'ambition de rassembler davantage d'Africains. D'Africains. Davantage d'Africains à cette grande quinzaine. Mais avant d'entrer donc dans je veux dire, le menu principal de cette quinzaine, Grâce Kama, les téléspectateurs qui vous regardent ont envie de comprendre qui est donc cet invité de Diaf Culture cet après-midi. Je dois dire que un tour sur la toile a permis de constater que, à côté de la grande réalisatrice que vous êtes aussi une grande chanteuse. Grâce Kama, qu'est-ce qui fait que la chanson n'ait pas pris autant le dessus sur la réalisatrice, productrice de films documentaires qu'on vous connaît également? Je crois que c'est un peu ce qui me caractérise parce que je poursuis les chemins qui se présentent à moi à l'instant T, en fait. La musique, je commence la musique. J'ai l'habitude de dire que je crois que même dans le sein de primaire, je chantais. Au Cameroun, c'était difficile avec les parents. Bon, quand j'étais au lycée, à l'internat, de temps à autre, on faisait des choses comme ça. Et nos parents, vous savez, je pense que c'est le cas pour nous tous. Hein. La musique, c'était pas trop la voix que les parents laissaient prendre les enfants, surtout les filles. Donc, il fallait, comme je dis souvent, j'avais un contrat moral, moi, avec mes parents. C'est de poursuivre mon cursus académique jusqu'à son terme. Ce que j'ai fait, lorsque je suis arrivée en France, j'ai poursuivi mes études jusqu'à leur terme. Et la musique a pris le pas sur moi. Donc, après mes études, j'ai travaillé dans des cabinets d'avocats et de notaires et d'assurance. Mais la musique a pris le dessus. Et j'ai dû abandonner parce que ne pouvant pas tout concilier, j'ai dû faire un choix que j'assume pleinement aujourd'hui, de faire la musique. Et étant dans la voie de la musique, eh ben, le cinéma me rattrape. Donc c'est peut-être pour cela que on ne me voit pas beaucoup en ce moment dans la sphère musicale. En gros, vous êtes une artiste dans l'âme. La chanson, la musique. Et aujourd'hui, celle qui produit les contenus artistiques. Pardon, je n'ai pas compris. Je dis aujourd'hui, celle qui produit les contenus artistiques. En fait. Vous les produisez. D'ailleurs, on va le voir à travers un film documentaire excellent, n'est-ce pas? Qui me tient parfaitement, mais vraiment, je ne sais pas à quel pourcentage à cœur. Voilà, parce que de toute façon, c'est un fabuleux chef-d'œuvre qui ne devrait que répondre aujourd'hui à un certain nombre de problèmes que nous connaissons au Cameroun. Mais nous allons y arriver. Pour l'instant, nous sommes encore dans la phase où nous essayons de comprendre. Alors, vous nous avez expliqué que finalement, la musique avait pris la place importante dans votre vie à côté de votre carrière dans les cabinets d'affaires, d'avocats et autres. Si vous permettez juste une chose, lorsque mon premier album est sorti, j'avais fait une excellente émission. Je sais d'ailleurs parce qu'elle est devenue Donovan. J'avais fait une magnifique émission avec lui, je crois que c'était Canada, sans publicité. Et la question qu'il m'avait posée, c'était, mais Grâce Kama, comment avez-vous réussi à faire un aussi grand écart à 360 degrés? Vous passez du droit à la musique. Ça m'avait beaucoup amusé. Donc voilà, j'ai quelquefois comme ça des choses qui m'arrivent, des questions qu'on me pose.
Et les réponses sont difficiles à donner. Comme je disais à l'entame de cette émission, je fais des choses avec le cœur et quand quelque chose se présente à moi et que je peux faire, je fais. Voilà. Alors, à côté de ces choses que vous faites, il faut dire que vous êtes également une mère, une femme. Comment est-ce Tout à qu'on fait. arrive à concilier, n'est-ce pas, toutes ces casquettes-là? Parce que vous en avez quand même plusieurs. Hein. Quand on doit réaliser des films documentaires, quand on doit faire de la chanson, cela exige un certain nombre de contraintes. Vous devez aller en studio. Ça. Vous voyez que à côté de la maman que vous êtes, il y a des questions qui, comme ça, nous viennent. Vous faites comment donc pour gérer tout ça, Grace Kama? Je vous avoue que je ne sais pas moi-même comment je fais. Je me posais toujours la question, mais même quand moi, je suis arrivée en France, j'ai commencé à faire mes études. Après, je me suis mariée, j'ai eu des enfants très jeunes. Moi, je me suis mariée très jeune, j'ai eu des enfants très jeunes. Et donc, mes enfants, j'ai eu mes enfants pendant que j'étais étudiante. Je vous assure, c'est pas comme aujourd'hui, là, c'était pas évident la vie en France avec les enfants et courir après les amphithéâtres, les TD par-ci, par-là. Bon, j'ai réussi à le faire. J'avais des camarades à la fac qui me posaient toujours la question de savoir comment je faisais pour arriver à concilier tout cela. Et moi, j'avais juste une réponse à leur donner. Je leur disais que moi, je suis africaine. Et chez nous, la femme arrive à concilier toutes ces choses-là de manière parfaite. Donc voilà, je ne peux pas vous dire comment je faisais, mais toujours est-il que avec du recul, je me rends compte que bon, j'ai pas mal réussi à concilier toutes ces choses-là. De Et toute c'est ce que je façon, continue à faire. C'est peut-être pour ça que j'arrive aujourd'hui aussi à concilier, avoir plusieurs casquettes mais de toute façon, et hein, arriver à être gêné de front. voilà, de toute façon, tout est clair et tout est dit. J'espère que les jeunes femmes qui se plaignent souvent d'être à la bourre un peu en France vont comprendre que tout est possible, que si vous l'avez fait dans les conditions qu'on vient de décrire, Je ne vais pas dire que c'est facile, hein, c'est pas facile du tout, mais je crois que également. oui, c'est ça. Je crois que comme on le dit trivialement, qui veut peut, hein, c'est ça. Voilà, elles ont bien entendu, je pense que c'est aussi l'occasion pour elles de tout relativiser dans ce qu'elles pensent souvent être une espèce de supplice dans leur vie. Hein. Parce que vous savez, lorsque vous n'avez pas écouté les autres, hein, vous pensez que vous vivez un supplice. Voilà donc encore un moment comme ça de partage, n'est-ce pas, pour celles et même ceux qui pensent que leur vie est un calvaire. Grâce à vous dit qu'en France, étudiante, elle arrivait à avancer dans ses études. Aujourd'hui, c'est un moment totalement accompli qui continue à nous gratifier des choses fabuleuses. D'ailleurs, qu'on va continuer. Par la grâce de Dieu, on va dire. Voilà, c'est fabuleux. D'ailleurs, grâce, aujourd'hui, nous vous recevons aussi parce que il y a quelque temps, vous avez gratifié donc le Cameroun. Le mot n'est pas excessif hein, quand je parle de gratification. C'est pas excessif parce qu'on connaît en ce moment les turpitudes. D'ailleurs, c'est un euphémisme de parler comme ça. Les véritables problèmes, c'est-à-dire que les problèmes sérieux que traverse le Cameroun. Et vous nous avez gratifié d'un film documentaire fabuleux qui permet aux Camerounais de réaliser à quel point il est stupide de continuer à nourrir ces relents tribalistes, ces relents, on va même dire, stupides, entre guillemets, de xénophobie. Vous avez donc permis à une communauté camerounaise de se rendre compte qu'elle est issue d'un même descendant, un ancêtre qu'on appelle Nkon. J'espère que je prononce bien. Hein? Nkon, c'est ça. Voilà, Nkon, voilà. Un ancêtre qu'on appelle Nkon. Vous avez donc démontré, à travers cette œuvre ô combien grande, que les Bakon, les Bankon. Les Bankon, voilà, c'est important la prononciation, que les Bankon sont simplement et que ceux qu'on appelle aujourd'hui les Barombi sont simplement les Bankon qui ont traversé, si on peut emprunter l'expression qui est aujourd'hui d'usage, hein, mais qui, de mon point de vue, n'est pas très commode, ce sont simplement, du moins je parlais des Barombi, que les Bankon sont les donc, du moins, que les Barombi sont des Bankon d'expression anglophone. Mais en fait, ce sont simplement des Camerounais descendants d'un même ancêtre. Je voudrais demander à la régie
de nous passer les grands moments de ce documentaire. J'espère que nous l'avons là, les grands moments de ce documentaire, pour qu'on puisse revoir un peu, n'est-ce pas, alors, la régie, voilà ce documentaire. Koni, Lombe, Moutwa. Voilà. Un peuple, une culture, un destin. C'est le titre du film documentaire projeté à Garoua. Il retrace les origines de deux peuples du Mungo qui sont les descendants d'un même ancêtre, la communauté Barouni et la communauté Bankone, en l'occurrence. J'ai été très étonnée et contente en même temps de ce concept parce que ça montre l'union de tous les Camerounais. Nous sommes un, nous sommes indivisibles. Ah mais tiens, la culture n'est pas en train de mourir. Ça commence par ça. Ça nous interpelle. Voilà. Donc, cet extrait est assez révélateur hein, de ce que j'entendais tout à l'heure par le Cameroun, un indivisible, un même peuple. C'est ça. Il traduit toute la bêtise. Excusez-moi l'expression. Le mot est faible. Le mot est faible. Il faut trouver un autre mot. Dans ces relents tribalistes qu'on voit de plus en plus dans les réseaux sociaux. Vous avez démontré aisément à vos compatriotes également qu'il est temps de se réveiller, qu'il est temps de comprendre la nécessité que l'histoire nous enseigne que nous sommes un. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Est-ce que ça a été facile, cher Grace Kama? Ça n'a pas été facile, mais comme je le disais tantôt, quand on veut, on peut. Et l'histoire de ce film, elle est vraiment fantastique parce que moi, je vis en France depuis très longtemps. J'ai des enfants qui sont nés en France, qui connaissent très peu, moi, mon histoire, notre histoire. Et là aussi, c'est une grossière erreur de nous, parents, de ne pas inculquer nos valeurs à nos enfants très jeunes. Et la chance que j'ai, c'est que je vais souvent au Cameroun. Et quand je rentre de mes voyages du Cameroun, j'essaie toujours d'expliquer à mes enfants ce que je vis, ce que je vois. Et à chaque fois que je rentre, je leur dis une chose. Et il y a quelques années, donc, je rentre du Cameroun d'un voyage où ma regrettée maman avait été victime d'un accident et malheureusement, elle en était morte. Et pendant ce voyage-là, j'apprends que, voilà, nous, les Bankos, nous avons des frères qui sont du côté du sud-ouest. Bon, alors, avec l'atmosphère comment je veux dire ça, des obsèques de ma maman et tout ça. Bon, bref, j'arrive à avoir des petites choses comme ça qui me viennent. Et un des frères qui m'avait d'ailleurs, qui avait commencé à me parler de cette histoire-là, qui malheureusement n'est plus des nôtres aujourd'hui, paix à son âme, qui était un journaliste à la CRTV, m'appelle, il me dit, mais Grace, est-ce que tu sais que le 30 mai, il y a une rencontre que le chef supérieur des Barombi, c'est nos frères d'expression anglaise, organise une grande rencontre entre nos deux communautés. Malheureusement, c'est ce jour-là que j'enterrais ma mère. Donc, je n'avais pas pu y aller. Donc, je rentrais en France. Cette histoire-là est restée dans ma tête. Et voilà, quand je rentre, j'explique à mes enfants que, mais ouais, voilà, vous savez, nous, on a des frères, hein, mais qui sont d'expression anglaise. Et un de mes fils, Cyril, à qui je fais coucou, qui me dit, mais maman, il faudrait peut-être que tu nous dises qui tu es exactement, hein, parce que chaque fois que tu pars au Cameroun, tu nous ramènes des bribes de choses et tout ça. Finalement, qui es-tu? Alors, je reste interloquée, je n'arrivais pas à répondre. Il me pose des tas de questions, je n'arrive pas à répondre. Et puis, il va sur Internet, il va sur Google, il essaie de taper Bankone, Barombi. Bon, il voit des bribes de choses, mais vraiment rien d'abouti qui montre vraiment l'unicité de cette société-là. Et puis, plusieurs mois plus tard, un matin, je me réveille, je me dis, mais il y a quand même un problème. Moi, je suis née au Cameroun, grandi au Cameroun, mais je suis incapable d'expliquer à mon fils d'où je viens. Qu'en sera-t-il demain de lui vis-à-vis de ses enfants? Et donc, je me dis, mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Moi, je ne savais pas. Dans un premier temps, je suis partie sur le land d'écrire un livre. Et j'ai commencé à travailler avec un frère ici, qui n'est même pas Bankone. Tout ça, c'est pour démontrer que nous sommes vraiment un seul peuple. Alain Bidjek, à qui je fais aussi un énorme coucou,
J'ai dit à Alain, écoute, voilà, je lui explique un peu mon problème. J'ai dit, voilà, je voudrais écrire un livre. Donc, on commence à travailler pour le livre. On travaille quelques mois. Et puis, un matin, j'arrive encore avec Alain. Je dis, Alain, écoute, j'ai un problème. Je dis, Grâce, qu'est-ce que tu as? Tu as toujours toujours des idées. C'est quoi encore ton histoire? Je dis, Alain, je crois qu'il faut commencer par un film. Alors, Alain s'exclame et il me dit, Grâce, tu ne sais pas où tu mets les pieds là. Tu sais pas. Il me dit, c'est énorme. Et puis, Alain, commençons. Si on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, d'autres prendront le relais. Parce que je me dis que demain, je suis appelée à être grand-mère. Et mes petits-enfants ne pourront pas, dès le berceau ou dès le jeune âge, lire le livre. Je sais qu'ils pourront voir le film. Donc, je pense qu'il faut, c'est pour ça qu'on s'est lancé donc, dans cette aventure-là, je veux dire, d'écrire, de réaliser ce film documentaire. Donc, voilà d'où part l'idée de ce film. Alors, ce que je dois dire auparavant, les chefs des deux communautés, c'est-à-dire que le chef supérieur des Barombi, qui est Chief Joseph John Côté, et le chef supérieur de Bankoun Nord, de regretter maintenant aujourd'hui, Pompizo, avait déjà entamé ce processus-là de rencontre. Et donc, moi, j'ai pris le train en marche. J'ai pris le train en marche et j'espère que d'autres continueront le travail que nous sommes en train de faire. Voilà. Ben, merci. Oui, merci vraiment, merci pour ce fabuleux récit qui lui-même est empreint d'enseignements grandiose. On entend que vous êtes parti donc des questionnements de vos enfants. C'est ça. Grâce Kama, avec du recul, si vous avez donc, en produisant ce livre, tenté de répondre aux questions de vos enfants, avez-vous l'impression aujourd'hui que cette production documentaire, dans ce film documentaire que vous avez produit, a finalement atteint à minima les objectifs qui pouvaient être les vôtres? Parce qu'on comprend très bien qu'il ne s'agissait pas seulement de répondre aux questions de vos enfants. Je pense que, bon, je disais, quand j'ai commencé à faire ce travail-là, j'ai eu à un moment, parce que ce qu'il faut dire au passage, c'est que bon, ma casquette d'artiste chanteuse aussi est venue rentrer dans le jeu. C'est pour ça que c'est pas mauvais d'avoir plusieurs casquettes. Puisque j'ai réussi à réaliser aussi une chanson qui accompagne justement ce film-là. Et pendant que je faisais ce travail-là, c'est comme si je le prévoyais. Mon deuxième fils a eu un petit garçon. Et je me disais toujours que, ben voilà, vraiment, j'espère que cette histoire-là et le message qu'on réussira à mettre dans le film toucheront les cœurs des uns et des autres, et surtout de la jeunesse. Et ce que je ne savais pas, c'est que mon fils avait érigé la chanson Kounédombe en berceuse pour son fils à lui. Donc le soir, quand il faisait de lui lire les histoires pour s'endormir, il lui mettait cette chanson. Et au bout de quelques mois, quand il a commencé à parler un peu, alors un jour, il m'appelle, il me dit, maman, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, quoi? Il me dit, mais Rio, il chante ta chanson. Je dis, quoi ça? J'ai dit, mais c'est pas vrai ça. Alors, je me suis exclamée en disant que, oh, franchement, j'ai gagné. J'ai gagné, ça commence déjà mon petit-fils qui s'approprie déjà de ce que je suis en train de faire. J'ai gagné. Pour répondre à la question que vous venez de poser, je me dis toujours qu'il faut laisser le temps au temps. Les choses ne sont pas faites en un jour chez nous. La destruction qui a été faite, il y a une grosse destruction de nous, de notre histoire, de notre civilisation, de nos usages, n'était pas faite en un jour. Donc, il ne faut pas croire qu'on renversera la vapeur en un jour. Mais ça devra se faire de manière progressive. Ce qu'il faudra tout simplement, c'est que les uns et les autres, nous comprenions l'importance de cette histoire-là et que nous essayions de la transmettre, surtout à la jeunesse. Moi, je dis aussi souvent que ceux de ma génération, je dis souvent que c'est un peu tard pour nous. Parce qu'il est difficile de changer les habitudes des gens, de changer de mentalité, c'est pas évident. Mais je m'accroche énormément sur la jeunesse. Et je dis, les messages qui sont dans ce film-là doivent leur parler. Et
de par le petit parcours que j'ai déjà à travers ce film-là, je crois que le message passe. Donc, je crois que le message passe parce que d'ailleurs, vous avez écouté les commentaires même des observations de ceux qui ont assisté aux avant-premières. J'ai l'impression que c'est toujours le même message qui revient. Ah oui, mais vraiment, oui, mais on n'est pas différents. Mais oui, mais quand vous parlez, j'entends. Mais quand l'autre parle, je comprends. Mais oui, parce qu'on est un seul peuple. Anglophone, francophone, ça ne veut rien dire pour nous. Ça ne veut rien dire. Le français et l'anglais sont venus. Avant le français et l'anglais, nous avions déjà nos langues. Et nos langues sont toujours là. Et c'est pour ça que j'exhorte, et je félicite d'ailleurs aussi, parce que je vois que depuis quelques années, nous, au Cameroun, on a commencé à introduire les langues nationales à l'éducation nationale. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, vraiment, je prie, mais je prie de tout mon cœur pour que ça se poursuive et que ça grandisse d'ailleurs. Que les enfants s'approprient, parce que quand on ne sait pas qui on est, mais franchement, on n'est personne. On est personne. Et donc voilà un peu le comment, du pourquoi de ce film-là. Et j'espère que les uns et les autres comprendront la nécessité, l'importance de le promouvoir, de le vulgariser, mais vraiment à travers, et d'ailleurs, pas seulement au Cameroun. Moi, j'ai travaillé ici aussi avec un jeune Sénégalais pour la communication de ce film-là, qui un jour il me dit, maman, mais quand tu vas finir au Cameroun, là, faut venir aussi au Sénégal, parce que nous avons les mêmes problèmes au Sénégal. Donc, ce n'est même pas ce que le Cameroun vit n'est pas un problème spécifique au Cameroun. Je pense que la plupart des pays, qui ont été sous la domination française vivent les mêmes problèmes que nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un film qui parle non seulement au Cameroun, mais qui parle à l'Afrique, en fait. Oui, tout y est dit. Hein. J'espère que... tout y est dit, je veux dire. J'espère que les Africains qui sont invités à cette quinzaine de l'Afrique ont bien compris le message. Parce qu'effectivement, on ne peut pas oublier notre histoire. Vous le rappeliez d'ailleurs tout à l'heure. L'ignorance de notre histoire nous crée énormément de problèmes. Nous n'allons pas oublier que nos frontières ont elles-mêmes été un peu construites comme ça, au gré des intérêts des puissances dominantes en 1884. Donc aujourd'hui, il faudrait s'abstenir de penser que le Congolais, le Tchadien n'est pas aussi votre frère. Il faut donc dépasser. Et cela est davantage encore nécessaire en ce moment au Cameroun, où on a au nord et au sud-ouest ces problèmes, ces guerres fratricides donc, qui minent le pays. Nous comprenons également, hein, n'est-ce pas, Grace Kama, que vous voulez rester dans votre registre d'artistes, mais vous comprenez que nous sommes obligés un peu d'aller vous chercher. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quel est le rapport que les politiques camerounaises, ici je mets camerounaise au sens, enfin je veux dire au pluriel, enfin au féminin pluriel, pour ne pas seulement indexer les hommes politiques, hein, c'est pour ça que je dis les politiques camerounaises. Est-ce que vous avez l'impression que, pas seulement ceux du gouvernement, je parle également de ceux de l'opposition, est-ce que vous avez été parfois approché par toutes ces personnes-là afin de comprendre comment utiliser cette production, n'est-ce pas, culturelle, même de notre histoire, pour aider les Camerounais, où qu'ils soient, à mieux s'entendre, à taire les divergences, à essayer d'éviter au maximum ces guerres fratricides inutiles? C'est une énorme question. Une énorme question. Je prie, moi je crois en Dieu, hein. C'est peut-être un terme, mais je crois en Dieu. Je prie vraiment pour que les uns et les autres soient touchés, que ce soit les politiques, parce que bon, je n'aime pas souvent qu'on s'approche toujours à indexer les politiques. Moi, mon père disait une chose quand j'étais gamine, c'est quelque chose qui est resté dans ma tête, c'est qu'avant de te demander que fait l'autre, il faut d'abord te demander toi, ce que tu fais. Et je dis souvent aussi que si chacun de nous faisait un petit peu de ce qu'il peut, vraiment, on serait trop loin. On serait trop loin. Bon, aujourd'hui, la question que vous posez est pertinente. J'ai été confrontée à beaucoup de difficultés. Déjà pendant la réalisation de ce film, j'ai eu l'impression,
par moment de ne pas être comprise. Bon, ça ne m'a pas découragée parce que je suis quelqu'un de très déterminé, de persévérant quand je veux atteindre, quand je me fixe un objectif, j'essaie, mais vraiment, j'essaie de l'atteindre. Donc, quand j'ai commencé ce travail-là, j'ai sollicité, pas seulement les politiques, hein, pas seulement de l'État, mais même le Camerounais lambda. Je dis, franchement, on est capable de faire tellement de choses. Tellement de choses. Ok, moi, j'ai l'habitude de dire que moi, je ne fais pas de politique. Tout le temps, on me raconte, mais même si tu donnes un crayon, un enfant qui n'est pas ton enfant, c'est déjà la politique que tu fais passer, ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton rôle d'éduquer l'enfant pour l'école, j'entends bien. Mais je me dis que quand j'ai des choses comme ça en vue, je ne m'arrête pas sur le fait de ce que un tel ou un tel autre ne m'a pas aidé. Je me dis toujours que, comme je disais tantôt, je commence, je fais ce que je peux faire. Si je peux arriver jusqu'au bout, eh bien, j'arrive au bout. Si je n'arrive pas parce que je n'ai pas les moyens d'arriver jusqu'au bout, je m'arrête en espérant que quelqu'un d'autre puisse prendre le relais. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné pour ce film-là. Ok, j'ai été accompagnée timidement par le ministère de la Culture. Mais bon, on ne crache pas, il ne faut pas cracher, il ne faut jamais cracher dans la soupe. Hein. Mais le poids du travail qu'il y avait derrière ce film-là était énorme. Vraiment énorme. Jusqu'à présent, je me pose encore la question de savoir comment j'ai fait pour arriver au bout de ce travail-là. Heureusement que du côté traditionnel, les chefs supérieurs, dans les deux chefs supérieurs m'ont beaucoup soutenu, mais vraiment sur tous les plans, que ce soit le chef supérieur de Banco Nord, Ngom Priso, de regretter mémoire aujourd'hui, ou le chef supérieur de Barombi, c'est donc Chief John Gouté, qui m'ont énormément soutenu. Et je ne leur dirai jamais assez merci parce que sans eux, je ne suis pas sûre que j'aurais pu aller jusqu'au bout de ce travail. Donc maintenant, le travail terminé, j'espérais et j'espère toujours que les portes me seront ouvertes pour au moins présenter ce travail-là. Je ne demande qu'à présenter ce travail-là. Et j'ai l'assurance, l'intime conviction de ce que si on arrive à présenter de manière large ce film-là aux Camerounais, aux Africains, je pense que ça apportera, même si c'est une toute petite accalmie dans certaines situations tristes que vivent nos pays en ce moment. Mais je le pense sincèrement. Pourquoi? Parce que j'ai des retours des projections que j'ai faites pour les avant-premières au Cameroun. C'est toujours la même chose qui revenait. Alors j'étais très touchée par la jeunesse, parce que les jeunes qui voyaient ce film, à chaque fois revenaient me dire, mais maman, mais voilà ce qu'on doit nous montrer, voilà ce qu'on doit voir, voilà, mais c'est notre histoire, nous devons nous approprier. Mais s'ils ne voient pas le film, comment ils pourront se l'approprier? C'est là ma question aujourd'hui. Et je ne sais pas, je lance, c'est vraiment une, comment je vais dire ça? C'est un SOS que je lance, mais vraiment à tous ceux et à toutes celles qui peuvent permettre à ce que ce film-là soit vu de manière large, je suis ouverte. Vraiment, je suis ouverte. Parce que je sais que ce film, les messages qui sont dans ces films-là touchent énormément, pas seulement les adultes, mais aussi et surtout les jeunes. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs, une petite parenthèse, à organiser pendant nous au Cameroun, on a ce qu'on appelle la fête de la jeunesse le 11 février. Donc, les 9 et 10 février dernier, j'ai profité de cette occasion-là pour organiser des journées culturelles dans mon village, moi, à Mangamba. Parce que j'avais promis au patriarche qui nous avait aidés à réaliser ce film-là par des interviews et autres, je leur avais dit une chose, c'est que lorsque le film sera terminé, ce n'est pas eux qui se déplaceront pour aller en ville pour le voir, c'est moi qui viendrai au village le leur montrer. Donc, j'avais cet engagement-là que je devais tenir. Donc, j'ai associé cela donc, à la fête de la jeunesse parce que je voulais que les jeunes
de cette zone rurale voient le film et comprennent un certain nombre de choses. Et ça a été très, très bien accueilli, mais vraiment très favorablement. Je suis partie de là, mais encore boostée de ce que, mais tiens, ah ben, ce que tu as fait n'a pas été vain. Et j'espère que ça va aller de l'avant. Voilà. Oui, effectivement, nous avons vu les belles images, n'est-ce pas, de votre village, Mangamba. Je suppose que c'est votre village. Voilà. Et on a aussi vu qu'il y avait encore des vestiges des Allemands qui reposent encore. Exact. Parce que dans le cadre de ces journées-là, j'ai organisé une randonnée qui nous a conduit jusqu'à... Parce que nous avons un site. Parce que les Allemands, quand ils sont arrivés au Cameroun, se sont installés... moi, dans mon village, derrière moi, la case familiale. Les Allemands étaient là, ils ont laissé un certain nombre de choses. Il y a même des Allemands qui sont enterrés au Cameroun. Moi, dans mon village, les tombes sont encore là, que vous avez d'ailleurs pu voir dans les vidéos de ces journées-là. Et les enfants même qui sont dans le village n'étaient pas au courant de cette histoire-là. Donc, il était pour moi important de les amener là, parce que c'est notre histoire, quel que soit le cas, même si elle a été douloureuse, nous ne pouvons pas la dénier. Donc, nous devons transmettre cette histoire-là aux enfants, parce qu'ils doivent savoir d'où ils viennent pour savoir où ils doivent aller. Donc, c'est quelque chose qui a été très, très bien accueilli. J'étais vraiment heureuse de voir les élèves de l'école publique de Mangamba sur le site, à voir qu'est-ce que les Allemands ont laissé là, et avoir les tombes, surtout les tombes des Allemands qui sont encore là. Mais les enfants étaient émerveillés. Émerveillés. Et moi, je dis souvent que un cours d'histoire qu'on fait en classe, et ce que ces enfants, ce qu'ils ont vu là, moi je dis c'est des mois de cours d'histoire en classe. Donc quand il y a des choses comme ça, il faut amener les enfants à voir ça, et je crois que ça les marque davantage. Tout à fait. Et en plus, surtout, ça les structure, ça les construit également. C'est très important. Je voudrais vraiment profiter, une fois qu'on vous a écouté, n'est-ce pas, pour passer ce message-là à tous les Africains aussi qui nous suivent, parce que je rappelais tantôt que nous sommes aussi comme ça à quelques jours du mois de l'Afrique, et comme vous êtes donc sans l'ignorer, on parle comme ça du Cameroun, mais c'est un problème, vous l'avez dit à raison, qui concerne toute l'Afrique. On se rappelle du Rwanda, n'est-ce pas? On se rappelle du génocide Rwanda. Oui. On se rappelle qu'il y a quelques jours encore seulement, on n'a pas oublié que la situation au Rwanda est en train de se perpétrer également en Éthiopie, où on a vu, n'est-ce pas, quelqu'un qui a été, qui a reçu d'ailleurs le prix Nobel de la paix, l'ancien Premier ministre Abiy Ahmed, qui était pourtant considéré comme un homme de paix, qui a organisé finalement cette grande épopée militaire contre les insurgés du Tigré, et tout ça finalement contribue à quoi? À perpétrer ces crimes fratricides, stupides, par ignorance de notre histoire. Je le dis ici pour simplement parler à tous ceux qui nous suivent, parce que ce dont on parle ici ne concerne plus que le Cameroun. Je dis bien, on l'a vu au Rwanda, on l'entend depuis quelques mois en Éthiopie. On pourrait même aller plus loin, on l'a vu également même au Sénégal. Donc, vraiment, votre œuvre parle à tous les Africains, et c'est l'occasion d'ailleurs de le rappeler. J'espère que la régie va nous présenter cette invitation, n'est-ce pas, à prendre part à la projection du film documentaire qui est le vôtre, n'est-ce pas? Alors, je pense que la régie va nous retrouver l'invitation. J'espère que la régie a plutôt le grand format de l'invitation. Voilà. Donc, l'invitation est là, elle est claire, le 4 mai 2022 à 19h30. Vous aurez donc la projection de ce film-là qui vous titille parce qu'il vous montre à quel point il est stupide de penser que l'autre n'est pas notre frère. C'est ça, tout simplement parce qu'il parle une autre langue, par exemple. Exactement. Vraiment, je le dis, c'est l'occasion de parler ici à tous les Africains, pas seulement aux Camerounais. Alors, une fois qu'on a dit ça, cher Grace Kama, parlons quand même aussi de l'autre facette de ces documentaires. On voit que vous avez fait la projection de ce documentaire à l'Institut français. Pourquoi? Le Cameroun a pourtant un grand centre là, qui a été créé il y a quelque temps, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils appellent au Cameroun depuis quelque temps le complexe sportif de Yaoundé. Mais qu'est-ce qui fait que Grace Kama se retrouve
à les projeter dans un espace comme celui de l'Institut français et non dans le complexe sportif camerounais de Yaoundé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben alors, la question se pose, hein, la question se pose. Mais moi, ce que je dis par rapport à ça, c'est que je vis en France, comme je l'ai déjà dit moult fois. Il y a un certain nombre de choses au Cameroun que je ne peux pas maîtriser, c'est tout à fait normal. Quand je viens avec un film comme celui-ci, j'attends quand même aussi que les uns les autres puissent venir vers moi. C'est d'autant plus que je ne connais pas de tout, je connais pas tout, enfin, je connais pas toutes les entrées, comme on dit trivialement chez nous, je connais pas toutes les entrées. Lorsque le film est terminé, je me suis mise à rechercher, à trouver quelle culture pourrait m'accompagner pour ne serait-ce que les avant-premières. Bon, moi, étant déjà essoufflée, faut dire, par la réalisation du film, vraiment, j'avais besoin d'être, comment je dis ça, d'une autre main qui vienne m'aider à avancer. Peut-être que j'ai pas frappé à la bonne porte. Ça, je peux pas jeter le pierre à. Mais ce que je veux dire, c'est que la première porte qui était à moi, je juge juste rentrer, puis essayer l'Institut français. Donc, c'est tout simplement ça. Mais ce que je dis et ce que je regrette un peu, c'est que après que nous ayons fait les avant-premières avec l'Institut qui nous a accompagnés dans les 4 aires culturelles du Cameroun, j'attendais d'avoir des appels d'air, des biens, de certaines structures, de certaines, ah oui, on a, ok, est-ce que vous pouvez venir? Et jusqu'à présent, j'avoue que j'ai pas eu d'ouverture. Bon, j'ai une ouverture qui se présente pour le mois d'octobre, s'il plaît à Dieu, du ministère de la Culture et des Arts et de la Culture. Ministère des Arts et de la Culture, le mois d'octobre, parce que nous souhaiterions organiser une journée culturelle, un peu comme on a fait à Mangamba, parce que comme je disais tantôt, vraiment, ce film-là, je voudrais qu'il parle, enfin, que les jeunes s'en approprient et s'en imprègnent. Donc, on va essayer comme ça d'organiser des journées culturelles à travers le Cameroun, chaque fois qu'on pourra, parce que tout cela a un coût, mais un coût énorme, les gens ne s'en rendent pas compte. Ça a un coût énorme pour organiser ces journées culturelles-là. Donc, nous sommes en train de préparer une journée culturelle que nous souhaiterions organiser à Yaoundé au mois d'octobre. Et nous avons approché le ministère des Arts et de la Culture qui comment je vais dire ça, qui a accepté de nous accompagner. Donc, c'est vraiment pour nous un grand honneur, un grand pas, qui a accepté de nous accompagner et qui nous mettrait à disposition le musée national. Donc, voilà déjà un espace, je crois, en plus qui est véritablement dédié à ce genre de choses. Et nous remercions, mais vraiment, le ministre et son équipe de nous avoir écoutés. Et voilà, donc, au mois d'octobre, on sera au musée national. Parfait, parfait. Ben, nous osons croire que cette fois-ci, il y aura d'autres appels d'air. Voilà, parce que c'est vrai que vous ne voulez peut-être pas répondre à cette question, hein, mais on va vous la poser directement. Qui a financé ce premier documentaire? Eh ben, je l'ai financé. C'est de l'autoproduction, hein, ce film. C'est de l'autoproduction. Mais on a bien vu, hein, au Cameroun, des gens produire des œuvres littéraires et être accompagnés par ces ministères-là à des montants parfois à vous renverser. Vous avez produit un documentaire comme celui-là et à ce jour, personne ne vient vous aider même à renouveler une telle initiative. Vous voulez nous dire que jusqu'à présent, on a vu quand même un panel de personnalités, hein, y compris le Premier ministre, y compris l'ambassadeur de France au Cameroun. Vous voulez dire qu'à aucun moment, ces gens ne sont venus vous dire vraiment pour ce travail fabuleux, voilà notre soutien financier? On vous laisse comme ça, tout seul?
Mais j'attends toujours, hein. J'attends toujours. Comme je le disais tantôt, moi, j'ai des personnes qui soutiennent et qui ont toujours soutenu ce film. Le chef supérieur des Barons du Chief John Gauthier. Bon, quelquefois, comme ça, quand j'organise des événements, j'ai 2, 3 frères, comme ça, comment on les appelle, les élites de chez moi. Mais jusque-là, on tire la langue. C'est beaucoup. Ça demande beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je le redis encore, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais c'est beaucoup de sacrifices derrière ça. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai même dans ma famille, il y a certains membres de ma famille qui ne comprennent pas, qui me disent, mais c'est pas possible que tu puisses... c'est comme si tu n'as rien à faire de ton argent. C'est comme si tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Et j'ai toujours une réponse que je leur donne. Je dis, j'ai vu mon père faire des choses comme je l'ai fait là. Et je leur réponds toujours que je pense que quand on vient sur Terre, chacun a sa mission. Je pense que c'est la mienne. Et puis, je pense ça comme ça. Et puis, un jour, j'ai répondu à une personne qui me disait, mais oui, mais tu te rends compte, avec cet argent-là, tu aurais déjà pu faire ci, tu aurais pu faire ça, tu aurais pu faire... Alors, je l'ai laissé parler, il a fini, et puis je lui ai dit, tu sais, tout ça est bien, mais je ne suis pas sûre que, même si j'ai tout ça là, si demain je ne suis plus de ce monde-là, on gardera en mémoire des choses de moi. Mais avec ce film-là, je pense que ça traversera le temps, ça traversera les années, des générations. Et d'autre part, et principalement, tout ce que je mets dans ce film-là, je ne compte pas parce que mes enfants, j'ai 4 garçons. Et les 4 garçons sont hyper fiers de moi et hyper fiers de ce que je fais. Alors, le reste, à chacun sa vie, hein, comme je dis, à chacun sa vie. Moi, j'ai choisi ça et d'autres choisiront de, je sais pas moi, de construire des immeubles, d'autres d'acheter je sais pas, des voitures de luxe, d'autres de ci, de ça. Bah, c'est mon choix. Je l'assume parfaitement. Initiative très louable, chère Grace Kamat. Initiative vraiment très louable. Vraiment bravo à vous parce que nous savons, nous autres de Diaf TV, qui investissons dans la production des contenus du web, nous savons à peu près combien cela vous coûte d'organiser ce genre de film documentaire à vos propres frais. Vraiment bravo. Et surtout, quand on sait qu'il y a quelque temps, un Camerounais nous disait dans les médias avoir reçu des millions de francs CFA des différents ministères pour avoir écrit un livre que très peu de gens ont lu. Et quand on a en face de nous des dames comme vous qui ont produit des films documentaires qui doivent être des livres au chevet de chacun de ces Camerounais au Nozo, au nord, au sud-ouest, qui se battent stupidement contre les leurs. Nous nous demandons comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, vous n'ayez pas reçu le même soutien financier. C'est vraiment terrible. Excusez-moi. Je ne les désespère pas. Hein. Moi, je suis très patiente et persévérante dans ce que je fais. Nous allons nous dire très... Non, mais c'est vraiment très pénible d'entendre ce que vous nous dites là. Parce qu'en plus, ce monsieur nous a dit qu'il a reçu des millions de plusieurs ministères pour avoir écrit un livre que personne ne lit. Je ne sais même pas à quoi il sert ce livre. Et vous avez produit un film documentaire qui parle aux Tchadiens, aux Camerounais, aux Rwandais, aux Éthiopiens. Et vous n'êtes toujours pas soutenu financièrement. Je vais vous raconter d'autres anecdotes. Je vais vous raconter par exemple, lorsque le film a été projeté à l'Alliance française de Garoua. Je n'avais pas pu aller à Garoua parce que je devais revenir sur Paris 2 ou 3 jours après. Donc, j'avais envoyé un collaborateur là-bas. Et à Garoua, c'était magique. D'ailleurs, vous avez passé tout à l'heure un extrait de comment ceux qui étaient là avaient réagi, mais les gens étaient heureux de dire que mais c'est pas possible. Pourquoi c'est seulement maintenant que des choses comme ça arrivent? Pourquoi? Et puis moi, je disais non, il n'est jamais trop tard. Et dans la salle, figurez-vous, il y avait le consul de la République centrafricaine. Mon collaborateur me dit, à la fin du film, le consul l'a fait appeler. Il lui a demandé de passer le voir. Et il a insisté pour qu'il ait le DVD du film. Et quand mon collaborateur passe le voir, il dit à mon collaborateur, vous savez, nous en Centrafrique, nous vivons les mêmes problèmes. Et donc,
Si j'ai insisté de vous recevoir ici, c'est parce que je voulais absolument avoir le DVD. Parce que moi, quand je vais repartir à Centrafrique, j'irai voir le président de la République et je lui remettrai ce DVD. Je lui demanderai de le regarder. Donc, quand on voit des choses comme ça, c'est un film qui parle. C'est un film qui parle et qui devrait nous parler, mais vraiment au plus profond de chacun d'entre nous. Maintenant, on ne peut pas... Moi, je ne sais pas forcer les choses. Je ne sais pas forcer les choses. Et je dis souvent que quand je m'engage à faire quelque chose, je l'assume jusqu'au bout. Tant que mes moyens le permettent, je l'assume. Et c'est ce que j'ai fait avec ce film-là. Et il y a d'autres, ce n'est qu'un début, il y a encore plein d'autres sujets que je dois traiter. Là, nous sommes en train de réfléchir sur la suite de ce film et même aussi de faire un travail sur le problème des vestiges. Les vestiges que les Allemands ont laissés chez nous. Il faut qu'on y travaille en fait. Il faut qu'on y travaille. Et pour ça, nous avons besoin d'être accompagnés matériellement, financièrement. On a besoin de toutes sortes d'aides, de toutes sortes de soutien. Mais aujourd'hui, ça vient timidement, ça ne nous décourage pas. On avancera, comme je le dis toujours, jusqu'où on pourra. On fera toujours les choses jusqu'où on pourra. Et puis, si on s'arrête, on espère, on aura juste un seul espoir, c'est que d'autres comme nous se lèvent et se disent que tiens, voilà un travail qui a été fait, qui n'est pas terminé. Continuons-le. Voilà. D'accord. Vraiment, là, vous voyez voilà, dans cet espèce, je vois l'ambassadeur. Oui, bien sûr. L'ambassadeur de France. La régie Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, parce qu'il faut que les Camerounais comprennent une chose, hein, c'est que je dis souvent que, ok, bon, nos bourreaux d'hier, hein, qui sont les colons, ils nous ont fait beaucoup de mal, ils nous ont détruits, ils nous ont fait. Mais aujourd'hui, essayons d'avancer, essayons d'avancer. On a déjà trop pleuré, on a déjà trop pleurniché, on a déjà trop... Mais ça ne nous a pas permis d'avancer. Donc aujourd'hui, essayons d'avancer. Et de l'autre part, je crois que moi, je vis en France et de plus en plus, même je vois des Français ici, et d'ailleurs, c'est même la chose qui m'embête le plus, c'est que ici, en Afrique, les gens ont l'impression que le français lambda ici connaît notre histoire. Non. Ça, c'est ceux qui sont là-haut qui connaissent l'histoire. Hein. Parce que la première fois que j'ai fait projeter ce film ici, il n'était même pas encore terminé. Les gens ne comprenaient pas, ils se disaient, mais c'est pas possible que les choses se soient passées comme ça. Oui, ça s'est passé comme ça. Et de plus en plus, même ici en France, de plus en plus de Français commencent à prendre conscience de ce que, mais tiens, on a quand même fait du mal à ces gens-là. Dans l'extrait de ce que vous venez de passer là avec l'ambassadeur, l'ambassadeur même, il reconnaît ça. Il reconnaît que les problèmes qu'on a aujourd'hui, ce sont des problèmes qui nous ont été imposés par eux, les colons. Les lignes qu'ils nous ont mises là pour séparer les uns et les autres. Oui, d'ailleurs, le regretté chef Ngombe le dit bien, parce que leur principe était toujours de diviser pour mieux régner. Et ça a marché superbement bien. Jusqu'à aujourd'hui, en 2022, ça marche toujours. Alors, donc, c'est à nous, je pense, de renverser vraiment les choses, de nous dire que non, ok, ils nous ont fait du mal, ok, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Essayons de... Moi, l'Afrique, j'ai un problème avec l'Afrique. J'ai un énorme problème avec l'Afrique. Pourquoi l'Afrique ne peut pas se prendre en charge? Je n'arrive pas à comprendre cette histoire. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. D'ailleurs, dans le programme que vous avez montré tout à l'heure, le flyer de la quinzaine de l'Afrique, il y a un programme qui est là, je ne sais pas comment la mairie a été inspirée. Il y a une association, je ne sais même pas si elle est des Ulysses, qui va présenter les bienfaits sur la pharmacopée africaine. L'Afrique est capable de tellement de choses, mais je n'arrive pas à comprendre comment on n'arrive pas à décoller. Je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que le moment n'est pas encore arrivé, mais vraiment, il commence à bien tarder le moment. Franchement, il commence à bien tarder. Nous devons nous prendre en charge, nous devons nous prendre en main. C'est difficile, rien n'est facile dans la vie, mais au moins commençons. Comme je l'ai dit pour le film, que voilà, on commence, là où ça s'arrête, quelqu'un d'autre
poursuivre le travail. Mais si nous restons à toujours à nous plaindre de ce que oui, les autres ont fait ci, les autres... Moi, si j'étais restée comme ça pour ne revenir que sur mon film, ah ben oui, mais j'avais eu plein de promesses, hein, de propositions, hein, de part et d'autre. Oui, on va faire, on va faire, on va faire. À la fin, ne voyant rien venir, je me suis dit, mais ok, je vais retrousser mes manches et puis je vais faire ce que je peux faire. Et je remercie. Et je vais vous dire, mes quatre garçons qui aujourd'hui, bon, sont déjà des responsables, ils me soutiennent énormément. C'est pour ça que je dis que les uns et les autres ne peuvent pas comprendre. Moi, je reste, mais vraiment, je reste accrochée à ce projet parce que je sais déjà ce qu'il apporte à moi, à mes enfants. Et je sais que c'est la même chose qu'il apporterait à d'autres enfants, aux jeunes Camerounais, aux jeunes Africains. Et c'est ça qui me fait rester focus sur ce que je suis en train de faire. Vraiment encore très émouvant ce récit qu'on vient d'écouter de vous. Si vous nous permettiez, cher Grace Kama, nous sommes également preneurs de toute action dans le sens de faire connaître vos initiatives au fin de lever des fonds. Si éventuellement il y a une initiative, n'hésitez pas à nous associer pour que nous partageons avec un plus grand nombre, n'est-ce pas, un lien de levée de fonds, parce que nous savons ce que vous faites, nous savons combien c'est coûteux. Nous sommes obligés de faire aussi comme ça si ceux supposés accompagner des projets comme les vôtres ne comprennent pas tout l'intérêt qu'il y a à vous apporter le soutien financier nécessaire. Vraiment bravo, encore beaucoup. Ça me touche énormément, vraiment ça me touche. Et ce que je dis souvent, c'est que moi, nous sommes à notre toute première production cinématographique. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas encore, notamment sur le plan de la communication. Donc, des initiatives comme celle que tu viens de soulever là, mais je crois que on devra vous et nous, hein, étudier la faisabilité de cela et ça nous aidera énormément. Parce qu'il y a des choses à faire. Je vous assure qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses. Avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de... Plaisir à partager. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de dire ici qu'ils sont nombreux aux États-Unis, en Allemagne, en France, qui ont souvent mis la main à la poche pour que Diaf, ce média qui vous reçoit aujourd'hui, puisse se doter du matériel qui nous permet de parler avec vous. Vous voyez là, je me parle à vous. Vous êtes quelque part en Île-de-France. C'est ça. Et moi, je suis chez moi. Le réalisateur chez lui, ce sont des gens qui nous aident à nous doter de ce matériel-là. Et c'est pour cela que, humblement, il nous paraît normal de donner également ce que nous avons reçu. Vous voyez? Donc, nous redonnons simplement ce que nous avons reçu. Donc, participer à une levée de fonds pour les initiatives qui sont les vôtres procède simplement pour nous de redonner également à la vie, à la nature, à la société, ce qu'elle nous a apporté. Et d'ailleurs, c'est le moment de dire également que la Covid, on dit la Covid, j'ai du mal avec ça. C'est ça. J'ai du mal à dire la Covid, moi. J'ai du mal, je suis restée moi au Covid. Hein. Donc quand j'arrive au Cameroun, tout le monde parle de la Covid, la Covid, la Covid. Cette pandémie mondiale nous a empêché en 2020 d'organiser un moment de retrouvailles avec toutes ces personnes qui nous accompagnent, qui nous apportent leur soutien. Et d'ailleurs, c'est le moment de dire que nous allons organiser, on l'espère bien, au mois de juin prochain, après 2 ans, n'est-ce pas, un moment de retrouvailles gratuit avec toutes les personnes qui nous suivent. C'est aussi l'occasion de leur dire merci pour tout ce qu'elles font pour nous permettre d'être aujourd'hui là debout, parce que nous également, nous sommes financés avec nos propres fonds. Et c'est pour ça que je vous comprends énormément. Mais nous devons continuer à le faire comme ça, parce qu'on ne va pas laisser tomber nos rêves, nos initiatives, parce que les gens ne comprennent pas tout l'intérêt de nos petits médias. Et donc, on continue à grandir comme ça. Vraiment, encore bravo et félicitations. Alors, Grace, il faut qu'on avance. Donc, ici, maintenant, on va parler de l'objet de ce moment d'échange sur Diaf Culture que vous inaugurez. Je demande à la régie de nous replacer quelque part ce programme alléchant de la quinzaine africaine. Grace, c'est un programme assez riche. Comment on fait pour arriver à le suivre, à le respecter? Je vois qu'il y a de tout. Il y a un moment de conte africain, il y a un moment culinaire, exact. Il y a des moments même des moments artistiques, donc des chanteurs.
comment ça se passe? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous écoutent aujourd'hui en rapport avec cette quinzaine de l'Afrique qui a commencé ce matin aux Ulysses? Eh ben, c'est l'Afrique aux Ulysses, tout simplement. C'est l'Afrique aux Ulysses. Je suis très heureuse parce que c'est vraiment la première édition aussi hein, de ce concept-là. C'est la première édition. Et j'espère que ça se poursuivra parce que ça devait se mettre en place depuis l'année dernière. Mais à cause du Covid, oui, naturellement, on n'a pas pu le faire. D'ailleurs, l'année dernière, ce que j'avais proposé à la mairie ici, c'était d'organiser quelque chose autour de l'Afrique, mais vraiment axé aussi au Cameroun. L'année dernière, on devait le faire autour du 20 mai. C'est comme ça que j'avais, et puis lancer en même temps la projection du film. Et bon, on n'avait pas pu le faire. Je suis très heureuse que cette année, qu'on puisse le faire et de manière aussi complète, comme vous venez de le dire. Ben, il y a vraiment tout. Il y a des aspects culinaires, il y a des aspects poétiques, il y a même il y a des poètes qui viendront dire des poètes, il y a des contes, il y a même, comme je disais tantôt, quelqu'un qui viendra présenter les bienfaits de la pharmacopée africaine qui a été, mais alors, je crois qu'il y a une chose qu'on ne dit pas assez. La pharmacopée africaine a démontré au monde que l'Afrique est capable de faire des choses. Tout à l'heure, quand je disais que je ne sais pas pourquoi l'Afrique ne se lève pas, pourquoi l'Afrique n'avance pas, le Covid, les Africains ont... Moi, je ne connais pas trop les autres pays, mais le Cameroun que je connais a été, je ne sais pas comment dire ça, a bravé le Covid. Parce que je vous assure, il y a des gens, même ici en France, moi j'ai un cousin ici qui a épousé une Antillaise et son épouse est infirmière. Elle a attrapé le Covid à l'hôpital et elle l'a ramené à la maison. Mon cousin l'a attrapé aussi. Et je ne sais pas comment il a fait pour avoir les écorces de chez nous là-bas. C'est ça qui a guéri mon cousin. C'est ça qui a guéri son épouse. Et quelques temps après, le professeur en médecine, le patron de son épouse, attrape aussi le Covid. Et pendant 2 jours, ça ne va pas. Et il demande à ma belle-sœur, mais attends, comment... Elle lui dit, attends, mais moi, il y a des choses... Et je vous assure que c'est les écorces venues d'Afrique qui ont soigné ce professeur-là. Ben, Donc, je vous confirme cet état de fait parce que ben j'ai une amie, n'est-ce pas, qui d'ailleurs doit être connue également par vous, qui m'a fait le même constat. Et voilà. je peux vous dire que je peux la citer ici, Coco Ateba, n'est-ce pas, qu'on le présente. Ok. Elle m'a confirmé avoir utilisé ces écorces venues d'Afrique. Et je crois que le nom de la dame, là, la dame qui a d'ailleurs développé, je crois qu'une recette qu'on appelle le Ngulbetara. Le Ngulbetara, eh bien oui, et oui. Exactement. Et oui, il y a eu plein de choses. Il y a eu la potion comment s'appelle le prêtre là Monseigneur non, attends, il s'appelle encore. Le prêtre. Oh là là. Il était d'ailleurs le premier, d'ailleurs, et puis en plus il donnait ça gratuitement d'ailleurs pour soigner le Covid. Oui, je vois celui qui a voilà. À Douala, Cléda, voilà. Monseigneur Cléda. Il y a eu plusieurs choses. Mais jusque-là, je n'ai pas compris qu'on n'ait pas développé ça. Je n'ai pas compris. C'est effectivement... À quel moment l'Afrique montrera que on est dans une émission de culture. C'est pour cela que... Je n'ai rien compris. Moi, j'ai été... j'ai attrapé le Covid. J'ai attrapé le Covid à un moment où c'était tellement mal géré en France. Moi, je disais souvent une chose. Quand j'ai mon fils qui est à Londres. Chaque fois que j'allais à Londres, je disais que c'est vraiment, comme je viens là, vraiment, je ne veux pas être malade ici. Hein, parce que vous, ici en Angleterre, avec votre système... de prise en charge assez complexe. Là. Ouais. Mais quand j'ai eu le Covid, mon fils, il ne m'a pas loupé, il me dit, mais maman, mais tu n'es pas à Londres là. Mais je vous assure que c'était... Mais j'ai failli mourir là, de Covid. Ah, d'accord. Ah oui, j'étais à 2 doigts de mourir de Covid. Hein. Tout simplement parce que la prise en charge ne suivait pas. Tout le monde avait peur de cette histoire-là. Personne ne voulait approcher les gens. Tout le monde avait peur. Donc, je ne comprends pas que l'Afrique... je ne comprends pas. Moi, je dis, voilà encore un rendez-vous manqué. Voilà un rendez-vous manqué. Ben oui. Quand est-ce qu'on pourra... Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. C'est vrai que, comme on dit souvent, il faut avoir les moyens de sa politique. Oui, mais
à un moment, je pense que si les Africains se mettent ensemble, le problème de l'Afrique, c'est cette division-là qu'on est venu nous mettre jusque dans les gènes. Ce n'est pas possible. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait une division. Parce que, à vrai dire, le véritable problème de l'Afrique, nous sommes ici, c'est vrai, dans une émission culturelle et non politique, mais le problème de l'Afrique reste politique. Ce sont les politiques qui doivent définir c'est-à-dire les grandes lignes, n'est-ce pas, qui doivent réguler une nation. Si vous ne pensez pas à soutenir des œuvres aussi fabuleuses comme les vôtres, vous croyez qu'ils vont comprendre la nécessité de soutenir la dame qui a développé le Ngulbotara? Je vous rappelle simplement que cette dame-là, d'ailleurs que j'aurai l'honneur, si Coco Ateba nous entend, que j'aurai l'honneur d'inviter ici, n'est-ce pas, sur Diaf Culture. Cette dame, vous savez qu'elle s'est fait finalement accompagner où? Au Nigeria à côté. Hein. C'est au Nigeria oui, je sais. qu'elle a développé son produit. Au Cameroun, chez elle n'a pas été considérée. Elle n'a pas été considérée. Le problème, c'est pas la division. Le problème, c'est les intérêts que les gens ont. Ils s'en foutent de la santé des autres. Ce qui compte, regardez, je veux pas polluer cette émission culturelle en une émission politique. Mais en même temps, excusez-moi, en même temps, c'est des réalités. Hein. Si on n'en parle pas, on n'en sortira pas. Donc, à un moment, moi je dis souvent que la politique, vraiment, c'est pas mon dada. Moi, ça, je le dis. Parce que si c'était mon truc, oh là là, ça me fait tout de suite penser à mon doyen Manu Dibango, à son âme, qui a m'a beaucoup soutenu dans le projet de ce film. Et tout le temps. Et au moment où je devais lui remettre le produit fini, c'est à ce moment qui s'en va. C'est dommage. C'est à ce moment qui s'en va. Mais c'est aussi ça la magie de ces choses fabuleuses. Hein. C'est que généralement, ceux pour qui on veut le faire, généralement, ils partent avant. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, moi, je dis, si on n'arrive pas à... Je ne sais pas. Alors, c'est Manu qui me disait chaque fois parce que moi, dans ma ville ici, j'ai plusieurs fois été approché, hein, même sur le plan politique, mais vraiment, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon truc. Je dis, chacun doit connaître ses limites. Hein. Bien sûr. Je ne suis pas sûre que je pourrais faire une bonne politique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, rassurez-vous, vous nous gratifiez déjà de plein de choses merveilleuses. La voix, la chanson. On espère déjà de toute façon vous retrouver parce que moi j'ai suivi vos morceaux, j'ai suivi les différents, il y avait les différents d'été, j'ai suivi également Masoma, mais la voix elle est sublime. Hein. Du coup, je me demande mais qu'est-ce qui fait problème? Vous qui êtes en même temps une grande productrice de films documentaires, ça veut dire que la production de vos œuvres en tant que musicienne se ferait également aisément. Hein. Donc, continuez à nous gratifier de toutes ces choses-là. Laissez ben oui, mais c'est difficile de continuer aussi quand on n'est pas. Parce que c'est ça que je dis que moi, je prends sur mes fonds propres, je prends sur mes petites économies, je prends sur mes petites réserves. Mais à la fin, c'est difficile. C'est très, très difficile. Vraiment difficile. Mais de toute façon, heureusement qu'il existe encore ailleurs, contrairement à ce qu'on dit. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, vous le rappeliez à juste titre, quand vous disiez... oui, les Blancs nous ont fait plein de choses, mais on a bien vu hein, que c'est encore autour de l'ambassadeur de France que vous mettiez un drap. C'était le Sandia. Une façon de saluer, je suppose, de saluer de toute façon son apport dans tout ce que vous avez fait avec votre film documentaire. On a bien compris. C'est-à-dire que, alors que vos documentaires devraient être aujourd'hui ce DVD qui est au chevet du lit de ceux qui doivent réguler un certain nombre de problèmes chez nous, ils étaient même absents. Peut-être qu'ils vous ont même suivi, je dis ça comme ça, je ne sais pas. Peut-être qu'ils vous ont même suivi parce que d'autres vous ont suivi. Parce que nous, on les connaît. En général, c'est parce que d'autres vous suivent qu'ils viennent. C'est ça. Vous faites même pas expliquer-nous. Nous, on n'était pas au courant. Ouais. Mais vous ne vous intéressez à rien. C'est pour ça que vous n'êtes pas au courant. Mais ceux qui ne sont même pas ceux qu'on adresse, ceux qui ne sont même pas notre cible, en général, eux, ils sont les plus présents. Ils sont ceux qui ont généralement l'oreille beaucoup plus affûtée pour écouter ces choses qu'ils entendent de loin. Les nôtres, c'est-à-dire nos hommes politiques, là, ils ne s'en occupent pas. Vraiment, mais avant de parler des hommes politiques, c'est ça que je dis souvent. Je dis que, regardons d'abord tout à côté de nous. Moi, voilà une histoire que je commence. Ce film, quand je commence à travailler sur ce film-là, il n'y a pas encore la crise qu'il y a dans la zone du nord-ouest et le sud-ouest. Il n'y a pas encore ça. Vous commencez en 2012-2007 en 2016. 2016. Vous voyez, donc, heureusement d'ailleurs pour moi, que j'avais réussi à aller dans la zone du sud-ouest
pour commencer à faire des interviews au patriarche, au chef qu'il y avait là-bas sur place. Mais 2 ou 3 ans après, quand je reviens, je ne pouvais plus mettre les pieds là-bas. Jusqu'à présent, je ne pouvais plus mettre les pieds là-bas. Et oui. Donc, imaginez-vous, si j'avais attendu le dernier moment, par exemple, pour aller faire des interviews là-bas, on n'aurait rien eu de ce côté-là. On n'aurait rien eu. Et je dis une autre chose, c'est que nous de la partie d'expression française, je crois que jusqu'à présent, nous ne, comment je vais dire ça, nous ne mesurons pas encore la gravité de ce qui se passe de l'autre côté. Je vous assure, moi, pour avoir des frères bancones de ce côté-là, je sais ce que les gens ont subi là-bas. Moi, j'ai des chefs qui ont vu leur palais brûler, qui ne peuvent plus vivre là-bas. J'ai des frères bancones de ce côté-là qui ont été tués. Les gens sont meurtris, vraiment meurtris. Pour cette bêtise de ce que anglophone, francophone, et puis c'est monté, c'est descendu. Évidemment, quand c'est comme ça, il y a toujours d'autres choses qui viennent s'immiscer et interférer. Se greffer aussi souvent. Voilà. Donc, à un moment, il faut se dire que voilà, il faut qu'on s'asseye et qu'on se dit, qu'on voit un peu ce qu'il y a à faire, parce que on ne peut pas dans ce genre de situation chercher à gagner. Parce que chacun cherchera toujours à tirer la couverture de son côté. Chacun cherchera à tirer la couverture. Et ça c'est humain, ça c'est naturel, ça c'est vraiment l'instinct animal de l'homme. Mais à un moment, c'est quand même des vies humaines, c'est quand même des êtres humains qui tombent là et qui meurent. Donc, à un moment, il faut quand même qu'on se pose des questions. Je sais pas combien de milliers de personnes on a déjà perdu à l'heure d'aujourd'hui. Donc, si jusqu'à présent, on n'arrive pas à se dire que voilà, il faut qu'on s'asseye et qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ça va être compliqué. Il faut que les gens parlent, il faut que les gens discutent. Nous, dans nos sociétés traditionnelles, quand il y avait un problème, les gens s'asseyaient. C'est ça l'histoire de l'arbre à palabre. Les gens s'asseyaient et puis ils parlaient et puis voilà, oui, tu m'as fait ci, moi, pourquoi tu m'as fait ça? Et puis voilà, ils arrivaient, ils sortaient de là avec des compromis, des concessions, et c'est ça qui faisait en sorte qu'on avance. Les autres sont venus donc avec leur civilisation, et bien voilà, c'est que ça produit chez nous aujourd'hui. Les gens ne se parlent pas, les gens se détestent, les gens s'insultent, les gens se tuent. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas la vie que nous devrions avoir. Nous, surtout nous, Africains, ce n'est pas notre vie. Ce n'est pas notre vie. Tout est dit. Hein. Vous avez parlé de il faut que les gens discutent. Vous avez parlé de il faut que les gens s'asseyent. Les mots, ils sont là. Même chez les artistes que vous êtes, les mots employés. Et cette violence, si vous permettez, voilà, vous avez encore pris une chose, vous parler des artistes. Vous voyez ce qui se passe dans le milieu artistique au Cameroun? Mais c'est terrible. C'est terrible. Non, mais je ne sais pas, je ne sais même pas si je ne sais pas si les gens se rendent compte, si les gens perçoivent le degré de haine et de méchanceté qui est en train de s'installer. On a vu les deux camps. On a vu les deux camps qui sont aujourd'hui totalement ligués l'un contre l'autre. Mais ce que je note quand même dans votre discours, c'est que vous avez employé les mots que nous essayons depuis bientôt déjà 5 ans, également de mettre dans la bouche, n'est-ce pas, de ceux qui nous dirigent, donc de les emboucher de ces mots-là. Discussion. S'asseoir autour d'une table, discuter, sans exclusion. Humblement, voilà. Humblement, vraiment, humblement. Plus de ciel, n'est-ce pas, nous aider à faire, n'est-ce pas, aboutir ces mots-là dans les oreilles de ceux qui nous dirigent. Grâce Kama. Alors, nous sommes en train donc d'acheminer vers la fin de cette émission, consacrée effectivement à cette quinzaine de l'Afrique aux Ulysses. Mais nous notons que cette quinzaine de l'Afrique est organisée par la mairie des Ulysses. C'est ça. On peut savoir ce que l'ambassade du Cameroun a pensé à mettre en place à l'occasion de cette quinzaine. Ou alors les ambassades des autres pays africains. On parle quand même de la quinzaine de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique n'est là représentée que par des personnes comme vous? Est-ce que les organisations, on va dire, diplomatiques africaines se joignent aussi à cet événement-là? Pas forcément aux Ulysses, mais peut-être ailleurs.
quelle est votre lecture de cette quinzaine de l'Afrique? Vous semble-t-elle être véritablement au rendez-vous de cet événement-là? À Paris, je crois qu'il y a des choses qui doivent être faites pour le mois de mai. J'avoue que étant centré sur ce qui se passe dans ma ville, je ne me suis pas trop étendue de l'autre côté, mais je sais qu'au niveau de l'UNESCO, il y a des choses qui sont prévues par rapport à ça, puisque j'ai été approchée, je pense, par une personne qui m'a parlé de proposer la projection du film à l'UNESCO pendant cette période-là. Donc, c'est des choses que je vais suivre dans les prochains jours. Au niveau de l'ambassade, d'ailleurs, j'ai demandé à la mairie, la mairie des Ulysses, là, pas que j'ai demandé, parce que pendant qu'on préparait cette quinzaine-là, moi, je parle beaucoup du Cameroun dans ma ville, c'est ça, je parle beaucoup du Cameroun dans ma ville. Et je sais que j'avais il y a quelques années mis en place un projet ici dans la ville, et j'avais fait venir Manu Dibango. C'est un projet sur la diversité, et Manu était venu aux Ulysses, mais c'était magique, magique. Et les Ulyssiens ici, ils n'ont pas oublié ça. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose qui concerne le Cameroun, ils sont toujours Donc, j'avais demandé à ce que le cabinet du maire envoie une invitation à notre ambassadeur. Donc, je verrai demain ou après-demain, je saurai si ça a été fait. Ça a été fait. Parce que ça, j'ai exigé ça, que l'ambassadeur du Cameroun en France soit invité de manière officielle. Donc, je verrai ça demain ou après-demain. Si c'est fait, je passerai pour retirer le carton d'invitation pour aller le remettre à l'ambassadeur directement. Maintenant, je ne sais pas au niveau de l'ambassade, honnêtement, je ne sais pas ce qui est prévu pour ce mois de mai ou cette quinzaine, je ne sais pas. Je peux vraiment pas vous en dire plus. Peut-être que j'aurai des informations lorsque je passerai d'ici quelques jours, je passerai à l'ambassade. Je crois que j'aurai des informations parce que bon, je passerai inviter aussi un certain nombre de personnes par rapport au film, par rapport à la date du 4 mai. Parce que j'essaie toujours de faire en sorte que surtout ceux de notre chancellerie qui sont là et qui soient quand même informés des activités que nous menons, surtout quand elles concernent le Cameroun. Donc voilà, donc je le ferai. Et bon, maintenant, après, je ne peux pas garantir qui sera là, qui ne sera pas là. Après, moi, j'aurais fait mon devoir. Diaf TV sera là et nous allons prendre part surtout à la projection du film documentaire. Merci beaucoup. Et nous espérons que le débat sera riche. Et nous rappelons surtout que, comme il a été dit tout au long de cette émission, c'est un film documentaire qui ne parle pas qu'aux Camerounais, qui ne parle pas qu'aux Bakon et aux Barombi, il parle aux Éthiopiens qui sont en ce moment dans une espèce de guerre fratricide. Il parle au Rwanda d'hier, il parle à nos compatriotes de l'extrême nord, il parle à nos frères également au Tchad, au Mali, partout. Donc vraiment, chers Africains qui nous suivez, soyez nombreux à cet événement qui vous parlera à travers ce documentaire fabuleux dont Grace Kama est l'une des réalisatrices. Alors d'ailleurs, j'ai entendu beaucoup parler de réalisatrice, productrice, mais quelle est votre fonction réelle dans ce documentaire? Parce que vous nous embrouillez. Vous êtes productrice, vous êtes réalisatrice. C'est ça que, oh là là, mon doyen, franchement, à chaque fois, j'ai partagé beaucoup de choses avec Manu Dibango, beaucoup de choses. C'est quelqu'un avec qui j'ai changé énormément. C'est lui qui me dit un jour, en pleine émission à Africa, et il me dit, Grace Kama, finalement, tu fais tout. À quel moment tu t'assieds pour... Et comme il était taquin et très moqueur, il me dit, voilà, tu es auteur, compositeur, interprète, producteur, réalisatrice. Et il finit, il me dit, vendeur de CD. Vendeur de CD. Ah ben oui. Il faut bien se débrouiller. Et je lui dis, mon doyen, moi je l'appelais mon doyen. Il appelait mon doyen et lui m'appelait de Dieu. Et je lui dis, mon doyen, nous, on n'a pas la chance que de certains, on est obligé de tout faire. Si on ne fait pas tout là, on va seulement rester à la maison et ne rien faire. Donc, tout ça, c'est pour dire que
je commence quelque chose, hein, je me dis, chaque fois que je me heurte à un mur, j'essaie de passer ce mur. C'est ça qui fait en sorte que finalement, j'ai fini par avoir tellement de casquettes parce que quand je commence le travail, je me dis toujours que voilà, je vais avoir un tel. Puis à un moment, je n'ai pas ces personnes-là ou ces entités-là. Donc je me dis, je fais quoi? Je m'arrête? Non. Donc à un moment, j'ai été obligée de créer même une société de production, ce qui n'était pas du tout dans mes prévisions quand je me suis lancée dans cette... Oui, ici, il y a la Kama World Music. Au Cameroun, Kama Production. Et Kama Production, en plus, c'est même la CRTV qui me pousse à créer Kama Production. Parce qu'ils me disent, mais oui, voilà, nous, on ne peut pas travailler avec une personne physique, il faut que ce soit une personne morale. Et maintenant, je crée donc Kama Production. Et la CRTV ne suit pas. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, quand on peut vous parler de toutes ces casquettes-là, quelquefois, elles me sont imposées. Elles me sont imposées. Parce que je me dis, si je veux avancer, je n'ai pas de choix. Donc, ça va revenir à ce que Manu disait, que voilà, interprète, machin. Donc, c'est à ça que vous êtes en train de revenir maintenant. Vous allez voir, je suis la directrice générale de Kama Production. Je suis là pour la présidente de Kama World Music, puisque c'est Kama World Music et Kama Production qui ont coproduit le film. Et maintenant, je suis moi-même artiste, auteur, compositeur, interprète et, comme disait mon doyen, vendeur de CD. Une bonne débrouillardise, en tout cas. Hein, mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Je vous assure parce que c'est des expériences très enrichissantes. Très, très. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous raconter en 2 mots une histoire. Quand j'ai fini de travailler sur mon premier album toujours, j'étais en cabinet d'avocat. Et à un moment, j'avais plus le temps. Franchement, quand je finissais, et puis je me suis dit, OK, tu finis déjà de réaliser ça, et puis tu trouves un distributeur. Donc voilà, on me présente à un compatriote. Il dit, ah voilà, il est sérieux, il est machin. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Je lui fais une session de comment on dit ça? Session de licence. Licence, oui. Et il me dit, mais voilà, je vais m'occuper de tout, la promotion, les machins. Je dis, ah, et voilà mon pourcentage. Je dis, il n'y a pas de problème. Moi, je veux seulement quelqu'un qui va suivre parce que je ne peux plus, moi, je ne peux pas être partout. Et puis, on s'arrange comme ça bien. Voilà, maintenant, il fallait que j'aille au Cameroun pour lancer la promotion de l'album Persévérance. Et puis, c'est lui qui devait gérer tout ça. Hein. Il me dit, OK, je pose mes vacances. Chez mon emploi, je dis, voilà, moi, je vais prendre un mois, je pars en vacances. Et c'est 2 semaines avant qu'il me dit que, ah oui, mais tu sais, vraiment, j'attendais l'argent pour acheter ton billet d'avion, là. Mais vraiment, oui. Et puis je dis que non, franchement, pas ça. J'ai déjà posé mes vacances. Pas ça. Il dit que oui, mais attends, mais la semaine prochaine, une semaine avant, toujours rien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Je me suis lancée encore, mon histoire est terrible, hein. Je me suis lancée encore à payer et mon billet d'avion et tout, et je suis partie au Cameroun. Quand j'arrive au Cameroun, tout ce qu'il m'avait dit avoir fait, il n'y avait même pas un début de commencement. On est un peu habitué au Cameroun, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je dis que à quelque chose, malheur est bon, dit-on. C'est comme ça que j'ai appris certains rouages. Et c'est comme ça, et je dis vraiment un gros merci à celle qu'on appelle Nadia Iwande. Je me permets de la citer ici. C'est elle qui m'a prise par la main. Nadia Iwande et son regretté mari Banteke. C'est Nadia qui m'a mené dans... Je ne connaissais personne dans ce milieu-là au Cameroun. Elle me dit, tiens, on va aller à telle radio. Les jobs, tiens, on va aller là-bas. C'est comme ça que j'ai... Donc, je me dis que si ce monsieur avait fait son job, je n'aurais pas eu... Voilà. Donc c'est comme ça. Moi, je relativise toujours les choses. Moi, j'essaie de me dire que, OK, tout ce qui arrive, je prends ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, je mets de côté. Voilà. Donc, quand je suis rentrée de ce voyage-là, je suis allée voir le gars et j'avais mon contrat de annulation de... Et le gars, il me fuyait tellement qu'un jour, quand je l'attends, je dis, écoute, vraiment, je ne veux même pas qu'on ait des problèmes. Signe seulement ici que toi et moi, là, ça s'arrête là. Et puis, ça s'est arrêté là. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas la force des choses. Je n'étais pas disposée à faire
toutes ces choses-là. Mais quand je commence un chantier, bah, je suis obligée de le suivre et essayer de le mener jusqu'à son terme. Voilà, voilà mon histoire. Surtout, vous les menez bien, ces chantiers. Mais, merci. Rassurez-vous, hein, rassurez-vous, c'est d'ailleurs ça qui fait aussi l'exception chez les hommes très braves. Vous avez vu que la plupart de nos métiers ont fini par s'adapter à la crise au Covid-19. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser des émissions avec des gens qui sont chez eux. Parce que nos métiers sont adaptés. Donc, exact. On n'est pas resté là, se morfond, se plaindre. Non, mais faut, dans la vie, c'est ça. Il faut s'adapter, il faut relativiser, c'est ça. Sinon, on ne fait rien. Hein. Sinon, on ne fait rien. Moi, j'ai vu l'histoire de Covid ici, là. Non, mais c'était la magie. Et aujourd'hui, bon, on est là. Maintenant, il y a des choses que, enfin, on ne vivra plus jamais comme on vivait avant. Hein, c'est impossible. C'est impossible. On ne reviendra pas en arrière. Tel que ça va aller comme ça, mais on ne reviendra pas en arrière. Hein. En tout cas, merci, hein, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Grace Kama pour ce fabuleux moment d'échange. Hein. Chers téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, cette émission est à présent donc terminée. C'était donc Grace Kama, qui est réalisatrice, productrice, chanteuse, musicienne, qui vous attend pour cette quinzaine de l'Afrique aux Ulysses, le 4 mai. N'oubliez pas, le 4 mai à 19h30, à la salle de cinéma Jacques Prévert, pour un débat sur le film documentaire Nkon Nilambe Moudmoa, qui est donc l'ascendant de tous les l'ancêtre, voilà, c'est ça. Baromi, n'est-ce pas? Un peuple. Si je peux dire un mot. Bien sûr, un mot de la fin et puis. Un mot de la fin. Je remercie mais vraiment de tout cœur tous ceux qui de près ou de loin m'ont toujours soutenu, ma famille, mes enfants, à qui vraiment je fais un énorme coucou. Je remercie l'État parce que je me dis toujours que quel que soit, dans une de mes chansons, je le dis d'ailleurs, quel que soit ce qu'on reçoit de l'autre, il faut toujours dire merci. Parce que personne n'est obligé de faire quoi que ce soit pour l'autre. Donc je remercie le ministère de la Culture qui m'a accompagné un tant soit peu dans ce travail-là et qui continue puisque comme je disais tantôt, au mois d'octobre, je pense que ils vont nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Et j'exhorte les Africains, mais particulièrement les Camerounais, à regarder ce film, à s'en imprégner et à tirer des leçons de certaines choses. Il y a beaucoup de messages qui transparaissent dans ce film-là. Je souhaiterais vraiment qu'on se les approprie. Je remercie également énormément la mairie des Ulysses, monsieur le maire, vraiment, et avec toute son équipe, pour tout ce qu'ils font pour nos communautés. Et je remercie toute la population ulyssienne parce que je suis beaucoup soutenue. Le Cameroun aux Ulysses, on connaît le Cameroun aux Ulysses. Et je remercie pour finir Diaf TV avec son honorable serviteur que vous êtes et toute l'équipe. Et nous vous attendons à bras ouverts aux Ulysses le 4 mai. Et j'espère qu'on aura le temps de débriefer après le 4 mai pour dire ce que vous aurez vu. Et voilà. Donc, merci encore. Merci à tous vos téléspectatrices et vos téléspectateurs. Et merci pour la merveilleuse idée que vous avez eue de faire, je sais pas comment vous l'appelez, c'est ça qu'on appelle le crowdfunding, je sais plus. C'est ça, c'est l'équivalent, voilà. Effectivement. Voilà. Vraiment, merci de tout cœur et je pense qu'on y travaillera. Voilà, merci, je vous embrasse et je vous aime tous. Merci. Avec plaisir. Merci également à tous les techniciens, Kélian Gassapi qui était à la réalisation, et puis Herbert Chofi Gandhi qui est donc le patron de notre réalisation. Au revoir et à très bientôt. Merci, que le Seigneur nous bénisse tous. Merci. Au revoir. Au revoir.